Bonjour, je m'appelle Fadi Dawa. Aujourd'hui, on va parler du deuxième chapitre concernant Machine Learning qui s'appelle l'algorithme SVM. On est toujours dans les algorithmes, l'étude des algorithmes supervisés. Donc, le deuxième algorithme qu'on va étudier, c'est le SVM ou bien le Support Vector Machine parce que le premier chapitre était la régression linéaire. Tout d'abord, une petite introduction, que veut dire le SVM? Ça c'est donc Wikipédia. J'ai utilisé donc Wikipédia pour extraire mes informations. Les machines à vecteur de support ou bien support vector machine sont un ensemble de techniques d'apprentissage supervisé. Ça veut dire, que veut dire un apprentissage supervisé? Ça veut dire on a un ensemble de données qui sont des échantillons et ces échantillons permettent de créer un modèle prédictif qui permet de prédire Y en fonction de X selon la situation. Dans le cas où on a support vector machine, le problème s'appelle classification parce que Y a seulement deux valeurs, ou bien 1 ou bien moins 1. Donc pour chaque X correspond à Y qui a pour valeur binaire ou bien 1 ou bien moins 1. Moins 1 au lieu de 0. Voilà. Donc on va répéter. Donc les support vector machine, c'est un ensemble de techniques d'apprentissage supervisé destinées à résoudre des problèmes de discrimination et de régression. Ça veut dire des classifications qui permettent de prédire Y en fonction de X, tel que X et Y ce sont des variables aléatoires et ces deux variables aléatoires sont indépendants. Ensuite, les séparateurs à vaste marge ont été développés dans les années 1990 à partir des considérations théoriques de Vladimir Vapnik sur le développement d'une théorie statique de l'apprentissage. Voilà. Donc, à partir de cette théorie, on a conçu ou bien l'algorithme SVM. Ils ont rapidement été adoptés pour leur capacité à travailler avec les données de grande dimension. Ça veut dire que X peut avoir une grande dimension, pas seulement un vecteur. Voilà. Donc, on peut par exemple prédire Y qui est seulement un réel à partir d'un objet qui a une grande dimension. Par exemple, X est de dimension D, par exemple. Bon, les SVM ont été appliqués à de très nombreux domaines, le bioinformatique, la recherche information, la vision par ordinateur, ça veut dire computer vision. La librairie qui est responsable en Python s'appelle OpenCV, dans laquelle je vais vous expliquer comment le YOLO algorithm version 4 fonctionne dans la librairie OpenCV, mais ça c'est dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, je pourrai faire des vidéos concernant la vision de l'ordinateur. Ensuite, selon les données, la performance des machines à vecteurs de support, ça veut dire support vector machine, est de même ordre ou même supérieure à celle d'un réseau de neurones ou d'un modèle de mélange gaussien. Ça veut dire que le SVM il est plus performant que celle des réseaux de neurones. Voilà. Pas besoin d'entrer dans l'histoire. Directement, on va entrer dans le principe général. Les SVM peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes de discrimination. Ça veut dire classification, c'est-à-dire décider à quelle classe appartient un échantillon. Ok? Ça veut dire X appartient à quel ensemble, à quel échantillon. Ok? Ou de régression, c'est-à-dire prédire la valeur numérique d'une variable. On va expliquer plus. La résolution de ces deux problèmes passe par la construction d'une fonction h qui a un vecteur d'entrée x
P correspond à une sortie Y. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le même problème que celle de la régression linéaire et régression logistique. On se limite par l'instant d'un problème de discrimination à deux classes. Ok, juste pour comprendre le problème. Donc, c'est-à-dire par exemple, Y appartient à moins 1 ou bien 1, ou bien Y égale à moins 1, ou bien Y est égal à 1. Voilà. Donc, Y correspond à la classe. Et on a seulement dans cet exemple, ou bien dans ce principe général, on va dire, seulement il y a deux classes. Et le but, c'est de savoir choisir la fonction h de telle façon à minimiser la probabilité d'erreur de prédiction, parce que h est une fonction de prédiction. Ensuite, le vecteur d'entrée x étant dans un espace x muni d'un produit scalaire. Ok? Donc, on va bien sûr étudier l'algèbre avant de commencer par le SVM. Le produit scalaire, c'est un chapitre dans l'algèbre bilinéaire. Bon, on peut prendre par exemple x est égal à Rn. Ok, donc x est composé de n éléments. C'est un vecteur composé de n éléments. Voilà. Ensuite, discrimination linéaire et hyperplan séparateur. Le cas simple est le cas d'une fonction discriminante linéaire obtenue par combinaison linéaire du vecteur d'entrée x. Comme je vous ai expliqué en fait, le document explique que x est égal à Rn. Et du coup, puisque donc x appartient à cet ensemble-là, donc x est un vecteur composé de n éléments. Avec donc l'idée c'est que il y en a en fait la fonction h, et cette fonction h c'est la combinaison linéaire du vecteur d'entrée x avec le vecteur poids w, tel que h de x est égal w transposé fois x plus w0. W transposé fois x, c'est en fait le produit scalaire entre le vecteur w et le vecteur x. Voilà. Il est alors décidé que x est de classe 1 si h de x positif et de classe moins 1 sinon. Ça veut dire si on calcule h de x et on trouve que h de x est positif, alors à ce moment-là, y est égal à 1. Sinon, y égale moins 1. Voilà, c'est ça donc la définition, donc comment on peut savoir y. Donc, en d'autres termes, on peut dire que y est égal, ou bien plutôt y chapeau. Pourquoi y chapeau? Parce que h de x, c'est la prédiction de y. On ne sait pas la valeur de y parce qu'elle est une variable aléatoire. Du coup, y chapeau, c'est la prédiction qui est h de x. Donc, normalement, il faut minimiser la probabilité d'erreur de prédiction. Et pour minimiser l'erreur de prédiction, il faut bien choisir la valeur de w et w0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que y chapeau, qui est la prédiction de y, est égal à h de x. Et h de x, le signe de h de x, pardon. Pourquoi signe de h de x? Parce que y ne prend que de valeurs moins 1 et 1. Donc, y chapeau est égal à le signe de h de x. Bon. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que h de x égale 0. L'équation h de x égale 0, c'est la frontière de décision. Ok? En fait, il est un hyperplan. Ok? Un hyperplan. Si par exemple, on travaille dans l'espace Rn, x égale Rn, pour n égale à 2, alors à ce moment-là, l'hyperplan sera une droite. Si par exemple, on travaille dans l'espace à 3 dimensions, x égale R3, alors à ce moment-là, l'hyperplan sera un plan. Ok? Tout simplement. Donc, pourquoi on dit hyperplan? Parce qu'il est un espace de dimension n-1. Donc, sa dimension est égale à la dimension de l'espace, donc dimension de x moins 1. Voilà, c'est ça donc la définition d'un hyperplan. Et cet hyperplan permet de séparer donc les données
dans laquelle ils sont attribués à un y est égal à 1, des données qui sont attribuées à un y égale moins 1. Donc, en d'autres termes, on peut dire que cet hyperplan permet de séparer les données positives des données négatives. Voilà, d'où sa définition, il s'appelle hyperplan séparatoire. Le but d'un algorithme d'apprentissage supervisé donc, est d'apprendre la fonction h de x. Donc, il faut bien choisir h de x pour minimiser l'erreur de prédiction. Et en plus de ça, il faut bien donc choisir h de x à partir de quoi? À partir de l'ensemble d'apprentissage qui sont l'ensemble des échantillons. Donc, on a un ensemble d'échantillons. À partir de ces échantillons, on va construire la fonction h de x. Ça veut dire il faut bien choisir le vecteur w et le réel w0. Voilà. Donc, on a x1, y1, on va dire L1, ok, x2, L2, jusqu'à xp, Lp. Donc, on a P échantillons, et ici, on connaît y et on connaît x, ok. Mais l'idée, c'est que ces échantillons ne sont pas tous les échantillons. Ça veut dire, ce n'est pas toutes les valeurs possibles, ou bien toutes les possibilités, mais au moins, on a une partie connue qui sont les échantillons. Et à partir de cette partie d'échantillons, il faut prédire tout le domaine ou bien tout l'espace. Donc, il faut bien choisir le h de telle façon que la probabilité d'erreur de prédiction soit minimale. Bon. On va continuer. LK, ce sont les labels et P, c'est la taille de l'ensemble d'apprentissage ou bien l'ensemble d'échantillons. N, c'est la dimension des vecteurs d'entrée. Si le problème est linéairement séparable, on doit alors avoir LK fois h de xk plus grand ou égal à 0. Voilà. Pourquoi on a écrit cette inégalité? Pourquoi? Parce que tout simplement, LK, elle va donner ou bien 1 ou bien moins 1. On est d'accord avec ça. H de xa, tout d'abord, H de x, c'est en fait une équation ou bien une fonction linéaire. Elle va donner une valeur, mais pas nécessaire qu'elle soit plus 1 ou bien moins 1. L'idée, c'est que on a dit déjà dans cette phrase que si h de x est positif, alors x sera de classe 1. Sinon, elle sera de classe moins 1. Donc, tout simplement, on a besoin d'étudier le signe de h de x. Donc, lorsqu'on écrit L de k, h de x, k plus grand ou égal à 0, ça veut dire L de k et h de xa sont de même signe, tout simplement. Donc, si ils sont de même signe, alors, donc c'est très bien. Voilà. Donc, ça, c'est une des conditions. C'est pour cela, ça, c'est donc, c'est le résumé, ou bien c'est l'équivalent en écriture résumée de cette équation. Voilà. Et en remplaçant h de xk par sa valeur, on trouve que lk fois w transposé x de k plus w0 plus grand ou égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est la reformulation du problème. Bien sûr que on va formuler le problème d'une façon différente parce que en lisant plusieurs articles, ce n'est pas seulement ça, c'est la condition pour former le problème parce que sinon on a une infinité ou bien un ensemble, il y a une possibilité du choix de W et de W0. Bon, on va donner des exemples. Peut-être Wikipédia donne la deuxième condition. Tout d'abord, imaginons un plan, espace à 2 dimensions. Donc ici, on travaille dans un cas particulier où on a n, la dimension de l'espace, égale à 2, dans laquelle sont répartis deux groupes de points.
X, à ce moment-là, le X, c'est un point de 2 dimensions. X1 donc et X2, ce sont les composants du point X. Ces points sont associés à un groupe. Ou bien il est de groupe plus, ou bien groupe moins. Bon, les points plus ont pour Y plus grand que X. Et les points moins pour Y inférieur à X. On peut trouver un séparateur linéaire évident pour cet exemple. La droite d'équation y égale x, donc ça c'est le séparateur linéaire. Ça c'est une des exemples. Le problème est dit linéairement séparable. Voilà, ça c'est très intéressant. Parce que ici, le séparateur, il est linéaire. Il y a donc un hyperplan et cet hyperplan qui est ici une droite, elle permet donc de séparer donc les points plus et les points moins d'une façon linéaire. Par contre, pour des problèmes plus compliqués, il n'existe en général pas de séparateur linéaire, comme par exemple dans la deuxième figure, on a le séparateur, c'est un cercle. Imaginons par exemple un plan dans lequel les points moins sont regroupés à l'intérieur d'un cercle avec des points plus tout autour. Aucun séparateur linéaire ne peut correctement séparer les groupes. Donc bien sûr, il n'y a pas de droite qui permet de séparer les moins et des plus. Il faut donc pas utiliser un séparateur linéaire pour séparer les plus des moins. Donc ici, le problème n'est pas linéaire. Donc on dit que le problème n'est pas linéairement séparable. Il n'existe pas d'hyperplan séparable. Donc plutôt, on ne peut pas dire il faut chercher un hyperplan qui permet de séparer les points plus des points moins. Voilà, ça c'est une des exemples. Donc ici, il y a un séparateur linéaire. Ici, il n'y a pas de séparateur linéaire. Il y a un cercle qui permet de séparer les points moins des points plus. Voilà. Ensuite, c'est ça donc la deuxième condition qui est la marge maximale. Ça c'est donc la deuxième condition très intéressante. Donc on va bien lire la marge maximale parce qu'elle explique bien l'unicité. Si le problème est un problème linéairement séparable, alors à ce moment-là, on va choisir quelle est la marge maximale du plan séparateur. Donc commençons la lecture. On se place désormais dans le cas où le problème est linéairement séparable. Donc on va supposer que le problème est linéairement séparable. Même dans ce cas simple, le problème est compliqué. Ok. Le choix de l'hyperplan séparable n'est pas évident. Voilà. Le choix, comme je vous ai expliqué, sans ce paragraphe-là, on aura parfois une infinité de choix de W et W0. À ce moment-là, on est un peu embêté. Voilà. Donc, il existe en effet une infinité d'hyperplans séparateurs dont les performances en apprentissage sont identiques. Voilà. Le risque empirique est le même, mais dont les performances en généralisé peuvent être très différentes. Pour résoudre ce problème, il a été montré qu'il existe un unique hyperplan optimal. Ça veut dire on va ajouter une nouvelle condition pour que l'hyperplan optimal soit unique. Donc ce qu'ils ont dit, qu'il est démontré qu'il existe un unique hyperplan optimal. Et cet hyperplan optimal permet de maximiser la marge entre les échantillons et l'hyperplan séparateur. Voilà. Ça veut dire quoi la marge? Ça veut dire la distance entre les points et le plan séparateur. Il existe des raisons théoriques à ce choix. Le monsieur qui a inventé le SVM a montré que la capacité classe d'hyperplans séparateurs diminue lorsque leur marge
augmente. Bon, ça veut dire plus que leur marge augmente, plus que la capacité d'hyperplan séparateur diminue. Que veut dire la capacité? Ça veut dire l'erreur, en fait. L'erreur de classification va diminuer. Donc, plus que la marge augmente, plus que l'erreur de classification diminue. Bon. La marge est la distance entre l'hyperplan et les échantillons les plus proches. Voilà. Ok, très bien. Ces derniers sont appelés les vecteurs supports. L'hyperplan qui maximise la marge est donné par argmax, min, etc., etc. Ok, je vous explique. C'est quoi cette formule? Argmax, ça veut dire quoi argmax? Ça veut dire ils vont maximiser quelque chose et ici il y a minimal. Donc il faut un peu comprendre ici. Bon, tout d'abord, c'est quoi x avant tout? Vous voyez, il y a x ici. Mais x, il vérifie une condition. X, c'est donc, vous voyez, ça c'est x, c'est un point de l'hyperplan. Vous voyez comment? Minimum de x, donc minimum de la distance entre x et xk. Que veut dire ça? X tout d'abord appartient à l'hyperplan. Ok, ça c'est donc l'équation de l'hyperplan. Minimum de la distance entre x et x de k, ça veut dire la distance entre x de k et l'hyperplan. Voilà, c'est ça donc la définition donc de min de... attendez. Ah non, j'ai pas fait attention, attendez. Parce qu'en fait, j'ai pas compris qui est le min en fait. Mais ici, j'ai vu que ça c'est le min par rapport à k. Donc l'idée c'est qu'il faut donc choisir la valeur minimale, mais en fait ça c'est pas en fait il ne faut pas écrire comme ça la fonction en fait. Il faut un peu changer donc l'expression parce que l'idée c'est que on a ici donc il faut ici écrire la distance entre x de k et l'hyperplan. C'est pas seulement x, ok? Donc il faut écrire ici distance entre x de k et l'hyperplan. Bon. Donc, minimum de la distance entre x de k et l'hyperplan, ça veut dire, que veut dire ça, minimum de k? Minimum par rapport à k. Ça veut dire la distance minimale, ok, ça veut dire on va choisir le k qui est le plus proche, on va donc savoir où se trouve le point qui est le plus proche de l'hyperplan, voilà. Et donc, le but c'est de maximiser cette distance par rapport à qui? Par rapport aux paramètres de l'hyperplan. Ça veut dire qu'il faut choisir l'hyperplan de telle façon que la distance minimale, ok, que le point le plus proche à l'hyperplan soit maximal. Voilà. Si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer d'une autre façon. Tout d'abord, vous voyez tout ce qui est écrit entre accolades est très simple. C'est la distance de x de k à l'hyperplan. Voilà. Pour n'importe quel cas. Ok, k c'est donc l'échantillon. Et ils ont écrit minimum. Minimum par rapport à k, ça veut dire le point le plus proche de l'hyperplan. Et la distance entre l'hyperplan et le point le plus proche de l'hyperplan, on va donc maximiser cette distance par rapport au choix des paramètres de l'hyperplan. Parce qu'on peut donc choisir n'importe quel paramètre qui permet d'identifier l'hyperplan. Alors, il faut donc choisir la valeur maximale. Il faut donc choisir les paramètres optimaux de l'hyperplan pour maximiser la valeur minimale de la distance entre le point le plus proche et l'hyperplan. Voilà. Donc par exemple, vous voyez par exemple ici on a donc l'hyperplan séparateur. Ça c'est donc le point le plus proche. Il faut choisir donc W et W0 de telle façon que sa distance soit maximale. Voilà. Donc c'est ça donc la définition
Et donc la reformulation du problème, donc ça c'est qu'il faut choisir, donc il faut choisir bien W et W0 avec bien sûr satisfaction de cette condition dans laquelle on va prendre en considération qu'il y a donc les échantillons et du coup voilà, donc c'est ça la définition ou bien la condition, les conditions, il y a P conditions à propos des échantillons. Il faut que LK fois H de XK plus grand ou égal à 0, ça veut dire même signe quel que soit K de 1 jusqu'à P. Voilà. Il s'agit donc de trouver W et W0, donc remplissons ces conditions afin de déterminer l'équation de l'hyperplan séparateur h de x égale wt x plus w0 égale 0. Voilà. Donc après avoir résoudre ce problème d'optimisation, on peut donc choisir W et W0. Donc voilà. Donc après avoir résolu ce problème, on aura donc W et W0, ce sont les valeurs optimales qui minimisent la distance minimale entre les points échantillons et l'hyperplan, et de telle façon à respecter la condition, les P conditions. Voilà. J'espère que vous avez compris mon explication parce que je vais faire autre vidéo en expliquant plus. C'est juste une petite lecture de la reformulation du problème. Et vous voyez que seulement on a parlé du plan séparateur lorsque le problème est linéairement séparable. Ça c'est donc le cas le plus simple. Par contre, si on a l'autre problème lorsqu'on n'a pas un problème linéairement séparable, lorsqu'on a un problème par exemple comme ça, lorsque le séparateur c'est un cercle, alors on va procéder d'une autre méthode. Voilà. Bon, recherche de l'hyperplan optimal. La marge maintenant est la plus petite distance entre les échantillons d'apprentissage et l'hyperplan séparateur qui satisfait la condition de séparabilité. Voilà. Donc l'idée, en fait, la marge, c'est ça, minimum. Mais le but, c'est de maximiser cette marge. Voilà. Comme expliqué précédemment, la distance d'un échantillon XK à l'hyperplan est donnée par sa projection orthogonale sur le vecteur. Bon, en fait, ça c'est très facile. En fait, c'est une formule terminale dans laquelle le but, donc, c'est de savoir comment calculer la distance entre l'échantillon XK et l'hyperplan, c'est juste en faisant la projection orthogonale. Voilà, c'est ça donc la formule. Avec valeur absolue, ils ont oublié la valeur absolue, bon. Mais l'idée, heureusement, puisque LK fois WT XK plus W0 est positif, donc pas besoin de mettre les valeurs absolues parce qu'elle est positive. L'hyperplan séparateur W0 de marge maximale est donné par argmax, voilà. Donc le but c'est de choisir bien W0 qui sont donc optimales, ok, donc il faut choisir les paramètres optimaux qui permettent de maximiser la marge, voilà. Donc c'est ça la reformulation, il explique dans d'autres termes, donc il explique ça. Donc ça c'est meilleur que l'autre, que l'explication avant. Maintenant c'est très clair. Afin de faciliter l'optimisation, on choisit de normaliser W et W0. C'est juste une normalisation, ok, pour faciliter le calcul. De telle façon que les échantillons à la marge X marge plus pour les vecteurs support sur la frontière positive, X marge moins pour ceux situés sur la frontière opposée satisfait WT X plus marge plus W0 est égal à 1. XT transposé X moins marge plus W0 est égal à moins 1. Bon, ça c'est juste pour normaliser W et W0. Que veut dire normalisation? Ça veut dire de rendre sa norme est égale à 1. Ça c'est l'idée. Donc l'idée c'est que on a utilisé donc un nouveau W de telle façon à dire que W normalisé égale WT
divisé par norme de W. Voilà. Pourquoi on a fait donc la normalisation? Parce que on a donc W divisé par module de W. Voilà, c'est ça donc pourquoi on a fait ça. Parce que on a la possibilité de normaliser les deux vecteurs. Voilà. Ok. Voilà, ok. Bon, après avoir normalisé W0, ils ont reformulé une autre fois le problème. Donc, ici, le but c'est de minimiser donc un demi module de W au carré sous les contraintes LK WT xk plus W0 plus grand ou égal à 1. Juste j'ai besoin de comprendre pourquoi c'est plus grand ou égal à 1 et x plus marge c'est quoi en fait, parce que j'ai pas bien compris ici. J'essaie de comprendre l'idée, mais à partir de ça ici par exemple on va donc si on va prendre ce problème là, vous voyez ce problème là, ça c'est facile de le reformuler, de résoudre ce problème là, parce que tout d'abord ici vous voyez on a la formule de Lagrange, donc la fonction qui permet de, donc à partir de sa maximisation, à partir du gradient égale 0, donc on peut déterminer donc les paramètres souhaités. Voilà, donc on a la fonction L qui est le lagrangienne est égale donc à la fonction objectif moins pourquoi? Parce qu'en fait ils ont renversé donc les contraintes. Il faut donc écrire g de x inférieur ou égal à 0. Donc 1 moins LK WT XK plus W0 inférieur ou égal à 0. Mais ils ont changé, donc ils ont renversé, c'est pour ça il y a le moins. Après ça, donc on a gradient égale à 0. Après avoir résoudre l'équation gradient de L est égal à 0, on aura donc calcul de W, W0 et alpha. Alpha c'est donc c'est les paramètres du multiplicateur de Lagrange, mais le but c'est de calculer W, W0. Il y a plusieurs formules, donc il y a plusieurs méthodes. Par exemple la formation duale, dans laquelle ils ont donc essayé de résoudre le problème pour savoir à quoi égale W, W0. Bon, c'est pas nécessaire en fait d'entrer dans les détails ici parce que c'est un peu compliqué, mais juste le plus important dans le support vecteur machine, c'est de comprendre la formulation du problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Parce que après avoir comprendre la reformulation du problème, il y a bien sûr des méthodes pour appliquer donc le SVM, mais dans la prochaine vidéo, je vous explique donc dans les détails les SVM. Donc à partir de cette vidéo, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est la reformulation du problème. Donc le problème est basé sur quoi? Sur donc la première condition, c'est qu'il y a un ensemble d'échantillons. Donc il y a un ensemble de P échantillons et ces échantillons sont sur leur Y, donc on connaît X1 et Y1, voilà, X2, Y2 et jusqu'à XP, YP. On les appelle ici dans le document, ils ont appelé LP au lieu de YP, ok, voilà. L'idée c'est que la classification est basée sur la fonction h de x qui est l'hyperplan. H de x égale 0, c'est l'équation de l'hyperplan. Et pour h de x est plus grand ou égal à 0, on a classe 1. Et h de x égale inférieur ou égal à 0, c'est classe moins 1. Voilà. Donc, pour classifier, la première condition, c'est qu'il faut respecter les échantillons. Parce que les échantillons sont certains. Donc, la première condition, c'est qu'il y a P conditions, donc parce qu'il y a P échantillons, donc il faut que LK, qui est YK, multiplié par H de XK plus grand ou égal à 0, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils ont le même signe. Et du coup, ça c'est donc
une bonne condition pour montrer voilà, c'est la première condition pour respecter les échantillons. Donc on aura P une équation pour déterminer W0. Mais ces P conditions ne sont pas suffisantes parce qu'on a besoin d'ajouter une autre condition pour que W0 soit unique. La condition, c'est tout d'abord de trouver la valeur minimale de la distance entre l'hyperplan et les échantillons, et ensuite de maximiser cette distance minimale, ok, en choisissant les W0 optimales. Donc ça, c'est la reformulation et la deuxième condition pour rendre W0 unique. Et voilà, donc ça c'est la deuxième condition pour mettre, parce qu'en fait, pour mettre l'unicité du problème, parce qu'ils ont ici expliqué dans le document que le créateur du procédure SVM ou bien de l'algorithme SVM, il a montré que ce problème-là, basé sur ces deux conditions, montre une unicité du problème, une unicité de l'hyperplan. Et voilà, donc c'est ça l'idée. Après ça, après avoir normalisé W et W0, on a donc reformulation de notre problème équivalent au problème déjà. Et en utilisant donc KKT, qui est la condition de KKT normale, on a donc reformulation on a donc construction de la fonction lagrangienne qui est égale à la fonction optimale avec les contraintes, parce qu'on a ici P contraintes. Après avoir donc calculé le gradient égal à 0, avec peut-être parce que en fait j'ai pas regardé le calcul, les détails du calcul, comment il a calculé donc alpha W0, parce que le but c'est de trouver les positions optimales. Donc bon, on va supposer, après avoir calculé donc les valeurs W0, parce que le calcul c'est vraiment difficile. Bon, après avoir calculé donc W0, on trouve par exemple à la fin, je ne sais pas s'ils ont calculé W ici, ils ont donné l'expression de W0. Je pense que ça, bon, je sais pas. À la fin, donc ils ont remplacé donc W0 par leur valeur, ils ont trouvé donc h de x, c'est ça. Ok. Et voilà, donc c'est ça pour voilà, je sais pas c'est quoi ces conséquences, mais de toute façon, ils ont donc résoudre ce problème, résoudre les conditions KKT. Après avoir calculé donc les conditions KKT, ils ont calculé donc les positions optimales W0, donc les valeurs du vecteur W optimal et W0 optimal. Donc pour respecter les conditions, les deux contraintes déjà expliquées. Et après ça, donc ils ont calculé h de x qui est l'hyperplan. Voilà, donc ça c'est donc le résumé du SVM. Maintenant, dans le cas où on n'a pas un hyperplan séparateur, on va utiliser donc une autre technique qui s'appelle le kerning trick, dans laquelle on va l'utiliser pour faire une transformation de dimension d'espace. Et du coup, ça sera un autre problème. Et ça, ce problème est traité dans une autre vidéo. Mais bon, pour le moment, c'est très bien. Vous avez bien compris, je pense, c'est quoi le SVM. Et quelles sont donc les contraintes. Donc, on a donc deux contraintes, comme je vous ai expliqué. Et si vous avez des questions, bien sûr que vous pouvez donc me contacter sur Facebook ou bien écrire des commentaires pour que je puisse expliquer de nouveau ou faire une autre vidéo pour expliquer bien avec un autre document, ou bien j'écris sur mon tableau
la reformulation de nouveau, le SVM. Et j'espère si c'est possible de refaire une vidéo comment donc résoudre le problème d'optimisation, comment donc calculer le gradient après avoir donc calculé le gradient et résoudre le gradient de L égale 0, l'équation, comment il a calculé W0. Je vais essayer de faire une vidéo du calcul détaillé de W étoile et W0 étoile. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est donc la fin de la vidéo, de la première vidéo de SVM. Donc si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter. Salut.